Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous n'allons pas parler de beauté, nous n'allons pas non plus parler de musique, mais nous allons introduire un nouveau sujet sur cette chaîne, à savoir les voyages et plus précisément les voyages au Japon. En effet, cette vidéo va vous parler de comment préparer votre voyage au Japon. Je vous le dis tout de suite, je ne me prétends absolument pas être une experte. Je suis allée une fois au Japon en mars 2014 et je m'apprête à y retourner en novembre de cette année, mais c'est tout. Les avis et conseils que je vais exprimer ici sont donc uniquement basés sur ma propre expérience et les expériences de mes amis, collègues, potes qui sont aussi allés au Japon. J'espère que cela vous sera utile. Vous vous doutez bien que sur un sujet pareil, j'ai énormément à dire. Du coup, j'ai d'ores et déjà pris la décision de couper cette vidéo en deux. Cette première partie que vous regardez actuellement va surtout porter sur la logistique, à savoir quand aller au Japon, comment y aller, comment se préparer, qu'est-ce qu'il faut emmener, comment se loger. Une deuxième vidéo viendra ensuite qui portera, elle, sur la période où vous serez vraiment au Japon, à savoir que visiter, quel type de circuit faire, où manger, les bons plans, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater et qu'est-ce que vous pouvez rater par contre. Et enfin, s'il y a de la demande, je ferai aussi une troisième vidéo où là je répondrai juste à vos questions. Donc si vous avez des questions sur le voyage au Japon, que ce soit le mien ou en général, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai dans la troisième vidéo. Sur ce, je vous commence tout de suite de parler de la préparation du voyage. Évidemment, la première question à se poser, c'est quand est-ce que je vais au Japon? Si vous êtes étudiant, si vous avez une profession qui vous impose de partir en été, vous n'aurez pas le choix, vous devrez partir en été. Si comme moi, vous pouvez poser vos congés à peu près n'importe comment, sachez que le Japon est moins cher en basse saison, que le printemps est une très très belle saison au Japon, l'automne aussi. Je pondère ces quelques conseils parce que tout de même, il y a au début du printemps et plus précisément au début du mois d'avril ce que les Japonais appellent la Golden Week. En fait, début avril, il y a plusieurs jours fériés au Japon, ce qui fait que la majorité des Japonais prennent la semaine entière, rentrent dans leur famille ou en profitent pour voyager à l'intérieur du Japon. C'est donc une période où les prix sont très élevés. Donc à quelques jours près, vous pouvez avoir des prix qui vont changer du tout au tout. Lors de mon tout premier voyage au Japon, je suis rentrée en France fin mars, juste avant la Golden Week, car si je rentrais genre 2 jours après, le billet avait genre doublé. Je ne conseille pas forcément l'été au Japon, donc si vous n'avez pas le choix, c'est tout à fait faisable, mais si vous avez le choix, l'été au Japon est très chaud, il est très lourd, il est super moite, et en plus comme tout est super climatisé, vous vous prenez plein de chocs thermiques dans la gueule, et c'est pas forcément la période idéale. Ça se fait cependant. De même, en septembre, faites attention car il y a la période des typhons et c'est quand même pas super agréable d'être pris dans un typhon dans un pays étranger. J'avais choisi les mois où je comptais partir. Je sais que je comptais partir pour la première fois autour du 20 mars pour une raison très simple, c'est que le 20 mars c'est mon anniversaire et je refuse catégoriquement d'être en France le jour de mon anniversaire. Parce que je ne veux pas qu'on me souhaite mon anniversaire, je ne veux pas recevoir de SMS me souhaitant bon anniversaire, nada. Donc je me casse le 20 mars. C'est genre non négociable. Mais après, j'avais pas vraiment de préférence. Est-ce que je partais genre le 17 mars pour revenir début avril ou est-ce que je partais genre le 10 mars pour revenir le 22 ou 23 mars? Je n'avais pas de préférence et j'ai tout simplement choisi mes dates définitives en fonction des billets d'avion les moins chers. Et c'est pareil pour le voyage que je vais faire en novembre. Je désirais partir autour du 8 novembre qui est la date à laquelle je me suis mariée. Mais là encore, j'ai choisi mes dates définitives en fonction des prix d'avion les moins chers. Ce qui nous amène forcément au deuxième sujet très important quand on part au Japon, à savoir les billets d'avion. Donc si vous voulez de très bons prix pour des billets d'avion au Japon, il faut s'y prendre soit vraiment très tôt, soit vraiment totalement à l'arrache et espérer qu'un avion pas trop plein brade ses prix. Chacun a son mode de fonctionnement préféré, mais pour moi, quand je pars en voyage, les billets d'avion, c'est la première chose que je réserve. Parce qu'à partir de ce moment-là, je connais la date où je vais partir, je sais où je pars et je peux potentiellement commencer à me préparer. À partir du moment où j'ai pas pris les billets d'avion, je ne prépare que dalle. Bon, en fait, une fois que je prends les billets d'avion, pendant plusieurs mois, je ne prépare que dalle quand même. C'est 6 mois avant la date que vous allez bénéficier généralement des meilleurs prix. Si vous avez un budget serré, vous allez devoir très probablement opter pour des vols avec escale. Là, par contre, faites attention parce qu'il y a des vols qui ont des tarifs très intéressants, notamment Qatar Airways et la compagnie des Émirats Arabes Unis, je ne me rappelle plus du tout le nom de la compagnie. Sauf qu'il y a genre 15 heures de stopover au Qatar ou à Dubaï. Ce qui n'est pas forcément le truc qui vend le plus de rêve. Et en plus, 15 heures d'escale, je trouve que c'est extrêmement fatigant.
Si vous le pouvez, privilégiez plutôt les vols avec des petites escales. Donc pour cela, il y a Finnair qui fait une escale de genre 2 à 3 heures à Helsinki. Et il y a Aeroflot qui fait une escale généralement d'1 à 2 heures à Moscou. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais partir au Japon avec Aeroflot, une compagnie russe, je crois qu'elle a dû faire une crise cardiaque. Alors oui, ça fait peur. Je comprends, ça fait peur. En plus, le terme Aeroflot, on a l'impression qu'on va être sur un vieux rafio tout pourri, etc. Cependant, d'après les collègues qui ont pris cette compagnie, ça s'est très bien passé. C'est un vol tout à fait normal. Certes, c'est pas très cher, donc la bouffe elle est pas géniale et il n'y a pas toujours beaucoup de programmes sur la télé. Mais voilà, rien de très grave. C'est donc cette compagnie-là que je prends pour mon voyage en novembre. Si vous bénéficiez d'une bonne promo, que vous avez un tout petit peu plus de budget, il y a les vols directs et notamment les vols avec Air France ou avec Japan Airlines qui est la compagnie japonaise. Après bon, le problème d'Air France c'est que malheureusement quand Air France fait grève on est un peu dans la merde. Par contre Japan Airlines eux ne font jamais grève donc c'est plutôt cool. Pour information, j'avais payé mon billet d'avion à l'époque en 2014 quelque chose comme 750 € aller-retour et là avec Aeroflot j'ai payé mon billet un peu moins de 600 € ou 650 € aller-retour. Alors ça reste un gros budget. Honnêtement, le billet d'avion est genre le plus gros poste de dépense pour votre voyage au Japon. Les prix ont énormément baissé par rapport à quand je voulais aller au Japon il y a 10 ans et que j'étais une petite adolescente qui rêvait d'aller un jour au Japon. Les prix ont énormément baissé mais ça reste quand même assez cher. Pour réserver votre billet d'avion, n'hésitez pas à utiliser des comparateurs de prix et surtout à être à l'affût des promos. Si vous savez que vous allez bientôt voyager au Japon mais que vous êtes à l'étape où vous regardez les billets d'avion, etc. Je vous conseille vraiment de suivre sur Twitter les comptes de Finnair ou d'Aeroflot ou de Japan Airlines parce que vous serez au courant des dernières promos. Si vous êtes français, aller au Japon ne va pas vous demander de faire beaucoup de paperasse. Votre passeport en cours de validité suffit. Vous bénéficiez d'un visa de 90 jours de tourisme lorsque vous arrivez au Japon. Bien sûr, si vous comptez aller au Japon pour travailler ou pour une durée plus longue, il faudra un autre type de visa, mais là je n'y connais rien du tout, donc je ne vais pas vous en parler. Vous avez un visa de 90 jours, mais soyons honnêtes, très peu d'entre nous vont aller passer 3 mois au Japon. Je pense que la durée minimale pour que ça soit vraiment intéressant est de 2 semaines. En 2 semaines, vous avez quand même le temps de faire pas mal de choses, de visiter pas mal de pays, même si évidemment c'est beaucoup trop court pour découvrir un pays entier. Je trouve que 2 semaines c'est la bonne durée pour rentabiliser le coût nécessaire à venir au Japon tout en n'explosant pas totalement son budget. Pour faire vos valises pour aller au Japon, cela va être très simple. Vous allez trouver la plupart des produits d'utilisation courante au Japon, vous n'avez pas besoin d'emmener de la bouffe. Vos produits de beauté, vous pouvez ne pas en emmener et acheter tout là-bas, ce sera trop bien. Emmenez vos fringues, surtout si, comme moi, vous ne rentrez pas en 836, vous ne rentrerez pas dans la mode japonaise. Emmenez une bonne paire de grolles. Par contre, on va parler là de choses pas glam du tout. Vous allez faire un vol long courrier, vous allez rester 12 heures en avion. Vous devez savoir que à cause de la pression, etc., votre circulation sanguine va être modifiée. Et si vous avez dans votre famille des antécédents de genre varices, phlébites, etc., emmenez absolument des bas de contention. Alors je sais dire ouais j'emmène des bas de contention au Japon, c'est pas super classe. Cependant ça peut vraiment vous sauver la vie. J'ai pas envie de vous faire peur, je veux pas dire que vous allez tous faire une phlévite, mais il y a des bas de contention sans ordonnance qui se vendent, ça coûte genre 10 €. Ok, c'est pas super sexy et encore. C'était la partie formalité pas drôle du tout. Sachez que au Japon vous n'avez bien sûr pas le droit d'emmener de drogue, vous n'avez pas le droit d'emmener d'armes. Les couteaux suisses sont des armes d'un point de vue de la douane. Ok. Et voilà, c'est vraiment pas très dur. On me demande souvent s'il est nécessaire de parler japonais pour aller au Japon. Alors la réponse évidemment est non. La plupart de mes collègues et de mes amis qui sont allés au Japon ne parlent pas du tout japonais. Par contre, attendez-vous à en chier. Même si vous êtes fluente en anglais, cela ne changera absolument rien. Pour la simple et bonne raison que les japonais parlent quand même très mal anglais quand ils osent parler anglais. En fait, c'est très simple, il suffit de réfléchir 2 secondes. Quand on voit comment pour nous, il est difficile d'apprendre le japonais, imaginez que c'est aussi dur pour les japonais d'apprendre l'anglais. C'est une langue qui n'a rien à voir avec la leur, qui a une logique totalement différente, qui n'utilise pas le même alphabet et qui n'utilise pas du tout les mêmes structures de phrases. De ce fait, ils ont du mal. Vous allez à Tokyo trouver majoritairement toutes les destinations traduites en anglais, vous allez trouver des guides touristiques en anglais, etc. Il n'y aura pas de souci. Les plus jeunes vous parleront probablement anglais et encore pas tous. Par contre, à partir du moment où vous allez sortir de Tokyo, il faudra être prêt à être tout seul face aux Japonais. En fait, au Japon,
Il y a une sorte de 4G sur tout le territoire, donc ça s'appelle du WiMax. Technologiquement c'est pas la même chose mais c'est assez proche de notre 4G. Et vous trouvez à louer, ou souvent c'est compris dans la location d'hôtel ou ce genre de choses, un petit boîtier qui doit être grand comme ça, hein, voilà. Qui en fait est un routeur WiMax où vous le foutez dans votre sac à dos, vous connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi de ce routeur WiMax et vous avez accès à internet n'importe où au Japon. Donc nous, ça nous a sauvé la vie de nombreuses fois, notamment on a énormément utilisé des maps comme Google Maps ou tout simplement comme la map de TripAdvisor parce que nous étions totalement paumés, genre à Nikko. C'est pas du tout un endroit où il y a du tourisme étranger. C'est ce que vous verrez aussi au Japon. Le Japon a énormément de touristes, mais la majorité des touristes sont japonais, coréens ou chinois. Les endroits très touristiques comme Nikko, qui est considéré comme genre une merveille mondiale, whatever, et ben il n'y a rien du tout d'écrit en anglais. Pareil dans les musées, vous allez parfois trouver la traduction en coréen, mais en anglais non. Donc voilà, soyez préparés et renseignez-vous vraiment pour avoir accès à internet car pour le coup ça va vraiment vous aider. Voici la transition parfaite pour vous parler du logement. Donc en termes de logement, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, quand je vais en voyage, ce que j'attends du logement, généralement, c'est de pouvoir me pieuter, d'avoir de quoi faire chauffer de l'eau pour que je me fasse du café soluble quand je me réveille parce que je ne peux pas survivre sans café. Accessoirement d'avoir de quoi me laver, mais ça n'a pas besoin d'être dans ma chambre. Je n'ai plus rien contre les salles de bain partagées depuis que j'étais en Islande où là-bas, de base, personne n'a de douche dans sa chambre ou presque pas. Mais je comprends tout à fait que vous ayez envie d'avoir votre salle de bain privative, ça se comprend, par contre ça ne sera pas les mêmes prix. Si vous voulez des choses vraiment pas chères, il est intéressant de regarder dans les auberges de jeunesse. Vous n'aurez pas forcément le calme, c'est généralement assez vétus, c'est quand même il y a un côté dortoir, hein, voilà. Mais c'est pas cher. Moi, le bon plan que j'ai vraiment apprécié quand je suis allée à Tokyo, c'était Airbnb. Donc je suis une fervente utilisatrice d'Airbnb depuis des années, autant en tant que voyageuse qu'en tant qu'hôte, vu que je loue généralement ma chambre d'amis ici sur Airbnb. J'avais trouvé à louer à Tokyo pour genre quelque chose comme 37 € par nuit, ce qui est tout à fait abordable. Pour une grande ville comme Tokyo, c'est beaucoup moins cher que Londres. Un petit studio qui comprenait de quoi dormir, une petite cuisine aménagée avec de quoi faire sa propre nourriture, une bouilloire, etc. ainsi qu'une salle de bain privative. C'était vraiment pas cher et en plus c'était situé sur Otsuka, c'est-à-dire sur la Yamanote Line, c'est-à-dire la ligne de métro qui fait tout le tour de Tokyo. Donc nous étions super bien placés. Le matin nous n'avions qu'à descendre les 5 étages, prendre la Yamanote et nous étions partis. Bon, par contre, attendez-vous à ce que votre logement à Tokyo soit bruyant. C'est une grande ville. Il y a de très fortes chances que vous soyez au-dessus d'une ligne de métro, ce genre de choses. Donc nous, on était vraiment au-dessus de la station d'Otsuka. Donc on entendait les trains jusqu'à 1 h du matin et dès 5 h du mat. Personnellement, je peux dormir sous des tirs de canon, donc j'en avais rien à battre. Mais faites attention quand vous réservez votre logement si vous, ça vous gêne. Quand nous sommes allés à Kyoto, par contre, il n'y avait pas énormément de logements Airbnb disponibles, tout simplement parce qu'Airbnb peut-être n'était pas encore assez populaire là-bas. Donc nous avons réservé dans un ryokan, c'est-à-dire une auberge traditionnelle japonaise. J'avais envie d'aller dans un ryokan, je voulais dormir dans un futon déployé sur des tatamis. J'ai dormi dans un futon déployé sur des tatamis. Je peux vous dire que ça n'est pas confortable, mais je suis contente de l'avoir fait. Donc les ryokans, soit vous payez vraiment cher et vous allez avoir un ryokan de compète avec bain privatif, onsen, etc. Ou alors vous payez pas trop cher et vous avez comme moi un ryokan un peu minable. Sachant que comme c'est des tatamis, de toute manière il faut aérer un max. Donc on était en mars, il fait genre 5 degrés dehors, mais la fenêtre est ouverte toute la journée. Je sais qu'il n'y a pas de vol au Japon, mais ça veut dire que notre fenêtre qui donnait sur le rez-de-chaussée était ouverte toute la journée. Donc voilà, lisez bien les commentaires et parfois, si vous n'avez pas beaucoup de budget, il vaut peut-être mieux un logement à l'européenne, moins cher, qu'un ryokan un peu minable. Une fois que vous serez au Japon, il va se poser la question de l'itinéraire et de savoir si vous allez prendre le JR Pass. Le JR Pass, c'est quoi? C'est une sorte de carte qui est réservée uniquement aux personnes avec un visa de tourisme. Vous payez un prix fixe et vous allez avoir accès en illimité à tous les transports de la compagnie JR pendant 7, 14 ou 28 jours. C'est assez cher, ça doit être quelque chose comme 300 € par personne pour 14 jours. Cependant, si vous prévoyez de bouger pas mal à l'intérieur du Japon, ça fait une économie non négligeable. De plus, c'est vraiment très simple et c'est un gros gain de temps parce que quand
quand vous passez au guichet, vous présentez votre JR Pass et pas vous passez, il n'y a pas de billets à acheter, etc. La plupart des trains, il n'y a pas besoin de réserver. Donc ça peut être très intéressant, mais c'est des calculs à faire pour savoir si c'est plus intéressant pour vous ou pas. Voilà, je crois qu'on a terminé cette première partie de la vidéo, à savoir comment préparer son voyage au Japon en termes de logistique. Donc nous avons abordé les points qui vont vous coûter le plus cher quand vous allez aller au Japon, à savoir votre avion, votre logement et les transports si vous prenez le JR Pass. Le Japon est un pays très civilisé, c'est un pays très sûr, donc vous n'avez pas énormément de choses à vous soucier là-bas. Vous serez en sécurité, vous trouverez tous les produits du quotidien dont vous avez besoin. Si vous voulez apprendre quelques rudiments de japonais, c'est toujours apprécié de la part des personnes qui vivent là-bas. Apprendre à déchiffrer 2 ou 3 petits signes japonais est aussi un plus. Donc si vous voulez retenir par exemple les signes de la ville de Kyoto si vous prenez le train, les signes qui représentent la ville de Kyoto ou ce genre de choses, c'est toujours un plus mais c'est absolument pas nécessaire. Être fluente en anglais ne vous apportera pas grand chose au Japon puisque le niveau là-bas est très basique. Essayez juste d'avoir accès à internet ou à quelque chose d'assimilé, ça sauve vraiment la vie. Sur ce, la prochaine fois, nous parlerons du voyage au Japon en lui-même, qu'est-ce qu'il faut absolument visiter, les quartiers à ne pas manquer, les bons plans pour manger pas trop cher mais super bon, pour en voir le maximum, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me donner vos conseils si vous en avez d'autres. Je suis preneuse puisque je pars en novembre, donc je suis toujours à la recherche de nouveaux bons plans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera pour faire la prochaine vidéo qui risque aussi d'être très longue. Sur ce, merci à vous et à la prochaine!